Abdoul Sako, bonjour. Bonjour. Le 18 février dernier au soir, vous dites avoir été enlevé à votre domicile de Conakry par des hommes en treillis, lourdement armés, venus à bord d'une dizaine de véhicules non immatriculés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? D'abord, ce n'est pas une question de dire, c'est une question de fait. Effectivement, j'ai été enlevé la nuit du mardi. J'ai été surpris par la méthode, surpris que ce soit les hommes en treillis qui sont l'accoutrement des forces spéciales, surpris par l'heure à laquelle c'est intervenu, aussi surpris aussi par rapport à tout le temps qu'ils ont fait pour molester, menacer, violenter les voisins, mais aussi défoncer la porte de la maison près d'une heure de temps sans qu'il n'y ait aucune intervention des services de sécurité qui ne sont pas aussi loin de ce mois. Donc, une fois encore, ça a été un moment de cauchemar, un moment de terrorisme, de traumatisme, aussi bien pour moi, mais aussi pour ma famille. Et alors ils vous ont enlevé, c'est ça ? Ils sont passés par le toit, il faut noter par là, lorsqu'ils n'ont pas pu passer par la porte, ils sont passés par le toit et menacé ma pauvre maman qui a été jetée d'ailleurs de la cuisine et sommé ma fille qui n'avait pas 11 ans d'ailleurs à se coucher sur le ventre, ma petite sœur également, me gifler avec 6 personnes qui sont tombées du plafond lourdement armées, qui m'ont molesté devant ma famille, m'ont sorti de la maison, il faut noter qu'ils étaient cagoulés, et de là à destination inconnue. Et à ce moment-là, ils vous ont mis dans un véhicule. Ils m'ont mis dans un véhicule couleur noire et il y avait d'autres véhicules aussi qui bloquaient les issues à la maison et de là, on est parti. Et vous étiez cagoulé vous-même ? Après m'avoir molesté, giflé, ils m'ont cagoulé et de là-bas jusqu'à mon abandon en brousse, j'ai pas vu le soleil. Et quand vous avez été mis dans ce véhicule, vous avez été transporté jusqu'où ? De là, je me souviens quand on a quitté la maison, ils communiquaient avec quelqu'un à distance. Ils ont dit dès le départ d'ailleurs qu'ils ont le colis. Ils communiquaient avec quelqu'un à distance et j'ai entendu dire qu'on est à 5 minutes de l'autoroute, c'est-à-dire l'autoroute Fidel Castro. De là-bas, j'ai été conduit à 3 lieux différents. Je sais que c'est de Conakry parce que de la maison à là où on me conduisait n'était pas aussi loin que ça. Et dans les 3 lieux différents où je me souviens d'être à un souterrain quelque part, c'était des séances de torture, les séances d'interrogatoire, des séances d'évanouissement, des séances de réanimation. Avez-vous été violemment torturé ? C'est hors l'imagination, c'est hors vraiment les descriptions de mon corps, tout, le dos, les mains, torturé avec la technique de l'eau. Des insultes, des menaces. Quand on m'a mis, attaché les mains au dos, totalement ligoté, on me faisait coucher sur le dos, je me rappelle de cela. À chaque fois, quand je m'étouffe, c'est m'évanouir. Et en cours de route, quelqu'un a dit que maintenant, toi, tu vas plus menacer, maintenant, c'est fini pour toi. Et quelqu'un a dit donc, lui, il ne s'agit pas de le présenter à un juge ou de mettre à une prison. C'est fini pour lui. Est-ce qu'ils vous ont menacé de vous tuer ? À tout moment, c'est ce que je vous disais. Ils m'ont dit que moi, c'est fini pour moi. Et savez-vous qui vous interrogeait ? Non, il n'y a pas une seule personne qui m'interrogeait, mais je pense qu'il y a assez d'indices concordants lorsqu'une enquête sérieuse va être ouverte ou que la prédisposition serait là pour faire la lumière sur la situation. Il doit y avoir plusieurs indices, mais pour le moment, je ne peux pas dire qui ils étaient, mais ils étaient torturés à des différents lieux par plusieurs personnes. Et alors vous avez donc été conduit dans 3 endroits différents. Et que s'est-il passé au 3e endroit à la fin de tous ces interrogatoires ? J'étais dans une cellule au finish, à la fin des séances de torture, je ne dirais même pas d'interrogatoire, des séances de menaces de mort et de torture. J'étais dans une cellule et c'est à la suite de là-bas aussi qu'on m'a pris, on m'a conduit. J'ai compris en cours de route parce que je me suis un peu retrouvé l'esprit. On était dans l'embouteillage parce qu'ils menaçaient les gens qui étaient en circulation jusqu'à là où on est parti. C'est là-bas aussi, c'était une autre chaîne de séances de torture, de menaces de mort, de dire qu'ils vont creuser ma tombe. Donc, c'était une autre séance vraiment. Jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. Et là, j'ai été abandonné en brousse. Heureusement, quelqu'un était venu me défaire, me rapprocher au port de la route. En fait, après ce 3e lieu de torture et d'interrogatoire, vous avez été embarqué dans un véhicule qui a été pris dans des embouteillages jusqu'à la brousse où là vous avez été abandonné, c'est ça ? Absolument. J'ai été enlevé la nuit du mardi
pour mercredi et je pense que j'ai été relâché, en tout cas j'ai été abandonné en brousse. Les paysans m'ont retrouvé dans la journée du 19 ou du 20, je ne maîtrise pas totalement ces heures parce que j'avais des pertes de connaissances. Il faut préciser que ce n'est pas loin du camp qu'on appelle 66, c'est un camp d'entraînement. Parce que lorsque les paysans m'ont retrouvé, il y a une femme et un monsieur d'abord qui sont passés mais qui n'ont pas osé. Deux jeunes sont venus. Quand j'ai levé la main, ils sont venus. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Ces jeunes m'ont pris, ils m'ont transporté au bord de la route principale. Ils m'ont dit, voilà, c'est non loin du camp 66, voilà le carrefour camp 66 là-bas. Et j'ai demandé à ces jeunes s'ils pouvaient m'aider à joindre la famille. Ils ont dit que c'était trop risqué de leur part de parler avec leur téléphone. Donc, ils m'ont dit, mais par contre, il y a des familles ici qui vont prendre le risque. Ainsi, ces pauvres familles m'ont pris, ils m'ont aidé à apporter des soins primaires en mettant des serviettes dans de l'eau chaude pour un peu me masser, me réanimer. Ils ont appelé la famille. Quel était votre état physique quand vous avez pu recouvrer la liberté? Je marchais à peine. Mes mains, je ne pouvais pas les mouvoir, pas du tout. Des maux de tête avec la douleur sur le dos, les côtes et notamment beaucoup plus sur le côté droit. Donc je ne pouvais pas aussi m'asseoir. Mes 10 doigts, les ongles, tout était avec du sang sur tous mes ongles, les 10 doigts. Tout était enflé, les mains, il y avait la circulation sanguine qui avait été bloquée au bout d'un bon moment. Mes mains étaient totalement enflées. Avez-vous eu des fractures? Des fractures, après la radio et les scanners, il n'y a pas eu de fracture, seulement au niveau du bras droit qu'il y avait une forme de fissure. Mais à part ça, on ne m'a pas signalé des fractures, mais il y a eu des problèmes énormes au niveau cervical, où les diagnostics tout récemment ont révélé qu'il y a eu des signes de torture au niveau cervical, c'est-à-dire au niveau de la nuque. Et jusqu'à présent, les maux de tête, ça a beaucoup diminué, mais encore une fois, ça continue. Je ne peux pas tourner totalement la tête. Il faut que je suive le mouvement, et voilà. Et vous dites aujourd'hui que votre santé se rétablit progressivement, mais vous avez toujours des séquelles. Oui, absolument. Il y a toujours les séquelles. Alors, vous avez reçu les premiers soins à Conakry quand vous êtes rentré dans la capitale, mais est-ce que vous êtes resté longtemps en Guinée ou est-ce que vous avez quitté le pays maintenant? Les premiers soins d'abord ont été faits par les villageois avec leurs moyens qu'ils ont. Ensuite de cela, mon épouse aussi qui est du corps avec un autre ami qui est dans une institution que je suis obligé de garder sous l'anonymat. Ils m'ont apporté les soins secondaires. De là, j'ai été à travers les partenaires, l'appui des partenaires, conduit à un lieu secret où le traitement ambulatoire a suivi au bout d'un mois avant que les mécanismes soient mis en place pour me permettre de sortir du pays. Pourquoi cela? Parce que l'État n'a pas daigné même annoncer une enquête. La justice ne s'est pas bougée. Donc, je suis sorti clandestinement du pays parce que ne sachant pas qu'est-ce qui peut arriver encore. Donc, vous avez quitté la Guinée un mois après l'agression que vous avez subie. Est-ce que, avant votre départ, vous avez eu le temps de porter plainte ou est-ce que vous avez porté plainte depuis? Dès l'enlèvement, avant même que je ne sois retrouvé, les avocats ont interpellé le procureur, le barreau même qu'il faut saluer, qui est un sentinelle de préservation des libertés et des droits aujourd'hui. Le barreau aussi a interpellé, les avocats ont tout fait, mais jamais ils n'ont eu une porte ouverte quant au système judiciaire pour mener des enquêtes. Et donc, vous avez quitté la Guinée un mois après cette agression et aujourd'hui, vous vivez en exil, c'est ça? Je suis en convalescence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord pour suivre mes soins et à la suite de cela, je déciderai de quoi faire de commun accord avec mon conseil, mais aussi la famille et les amis. Vous avez fini par être relâché. Est-ce que vous pensez que des pressions internationales vous ont permis de rester en vie? Absolument, absolument. Il faut saluer la promptitude des partenaires de façon générale. Aussi la diligence, le courage aussi à ne pas parler avec des mots entre les lignes. Il faut le saluer, notamment celui de l'ambassade des États-Unis et tous les partenaires d'ailleurs. Et c'est cette scène de solidarité locale et internationale, avec la grâce de Dieu, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la vie sauve. Oui, parce que l'ambassadeur américain à Conakry a réagi très vite. Alors, avec promptitude, là, il faut saluer cette promptitude au-delà des diversités d'opinion, au-delà des diversités d'intérêts. Je pense que la démocratie peut vivre parce que mon cas est une illustration parfaite de cette conjugaison des efforts. Abdoul Sako, vous n'êtes pas le seul Guinéen à avoir été kidnappé ces 15 derniers mois à Conakry. Quels sont aujourd'hui vos camarades pour lesquels vous êtes le plus inquiet?
Honnêtement parlant, malgré la douleur dans ma chair, malgré le traumatisme que ma famille a vécu, mais quand je vois cet exemple sur mon cas, je me demande aujourd'hui, ceux qui détiennent les camarades, je veux parler de Founiki, de Billo, de Marwan, le journaliste, de Sadou Nimaga, un expert minier, mais d'un parolier encore, un simple parolier qu'on appelle Guilima, et d'autres anonymes encore, je me demande, est-ce que ceux qui les détiennent, ceux qui nous enlèvent, ceux qui menacent, je me demande, est-ce que ces gens-là sont des pères de famille? Est-ce que ces gens-là ont des mamans? Est-ce qu'ils pensent à la douleur que les familles de ceux-ci vivent aujourd'hui? C'est extraordinaire. Honnêtement parlant, l'illusion du coup d'État pour plus de liberté s'est transformée en prison à ciel ouvert pour tous les Guinéens aujourd'hui. C'est pour cela, pour les familles de nos collègues-là, sans parler de tout ce que moi j'ai subi en termes de techniques de torture, en termes de menaces de mort, j'imagine aujourd'hui dans quelles conditions ces collègues sont. C'est pour cela qu'il faut davantage que le monde libre, le monde des libertés, conjugue les efforts pour la dignité humaine dans le respect des lois. Alors, il y a quelques jours, l'ancien député pro-Alpha Condé, Talibi Dabo, qui est aujourd'hui rallié aux militaires du CNRD, a affirmé face caméra que vos camarades Fonike Mengue et Mamadou Biloba étaient toujours vivants, se portaient bien, mais restaient gardés au secret pour des raisons de sécurité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? D'abord, c'est la bonne nouvelle déjà. Je trouve cela comme un ouf de soulagement qu'on nous dise qu'ils vivent bien, mais au-delà de cela, je pense que c'est une piste sérieuse qu'il ne faut pas négliger parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut être dans les secrets des autorités de la transition. Oui, mais cet ancien député Talibi Dabo, ce n'est pas un militaire du CNRD lui-même. Absolument, il ne s'agit pas d'un militaire, mais je me demande, est-ce qu'il peut s'évertuer de dire cela comme ça sans pour autant avoir des raisons solides, sans pour autant avoir des informations assez soutenues. Donc, il soutient ces allégations. Aujourd'hui, l'opposition et la société civile appellent à manifester à partir du 5 septembre contre le référendum constitutionnel du 21 septembre. Et en représailles, le régime vient de suspendre 3 grands partis politiques pour 3 mois. Est-ce que vous craignez de nouvelles violences à Conakry? Ce qui reste clair, nous savons aujourd'hui que c'est un processus biologique qui est en cours en Guinée. C'est un processus de tâtonnement. Ce n'est pas une aventure de retour à l'ordre constitutionnel, mais une aventure irréaliste de confiscation du pouvoir. C'est une aventure de conservation du pouvoir qui ne pourra pas marcher. Et j'en appelle à la responsabilité et bon sens et le patriotisme de ceux qui s'évertuent à engager le pays dans cette dynamique, à faire le recul et à avoir raison gardée. Mais la sortie de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Le retour à l'ordre constitutionnel ne peut pas se concevoir contre les principes et les valeurs démocratiques. Et là, j'en appelle aux partenaires aussi. Il ne faut pas qu'on ferme les yeux, il ne faut pas cautionner ce bâillonnement de la démocratie. Abdoul Sako, je vous remercie.